Bonjour à tous, amis de la RH. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un homme du retail qui a sillonné les grandes marques françaises. Je nomme Decathlon, Darty. Et aujourd'hui, Sébastien, tu es directeur projet RH de Kingfisher France. Kingfisher, on le rappelle, c'est le grand géant britannique du bricolage. Alors pour moi qui suis fan de bricolage et qui adore le week-end retaper, c'est des marques iconiques. Je vais citer Castorama, Brico Dépôt. Et Sébastien, tu es en charge du développement des compétences, de la diversité, de l'inclusion et également des politiques emploi de ces deux enseignes. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors Sébastien, on le sait peu, mais tu as eu plein de vies. Et la première a commencé très loin de l'univers de l'entreprise, plutôt sur les terrains de tennis. Est-ce que tu peux nous raconter ? Oui. En fait, j'ai toujours été passionné de sport. Et grâce à, une fois de plus, quelqu'un qui m'a transmis cette passion, qui était un enseignant du collège, qui à un moment m'a dit je pense que tu devrais faire plus de sport. J'étais pas très fan au départ. Et puis il m'a donné le goût, et en fait, ça a vraiment été une grosse passion. Alors le tennis, la course à pied, voilà, j'ai couru à peu près une cinquantaine de semi-marathons. J'ai fait le marathon en moins de 3 heures. J'ai fait les 100 km de Stenwerk. Et à côté de ça, j'ai continué le tennis, et je continue encore aujourd'hui. Ça fait 35 ans que je suis classé, que je joue en interclub. Alors quel est ton dernier classement ? Alors là, actuellement, je joue tout petit. Je ne juge pas. Je joue 32, donc voilà. C'est quand même pas Mais mal. je continue à faire un tournoi, celui de mon club. Et puis j'adore jouer en équipe quand on m'appelle pour me dire tiens, il manque quelqu'un, est-ce que tu viens faire parfois le double, parfois les simples. C'est quelque chose de très enrichissant. Et voilà, mon mouvement un peu, mon power movement, comme je l'appelle, c'est le fait de mettre ma sangle de sac de tennis sur l'épaule. Et là, c'est parti. Indestructible. Voilà. Marcher fièrement sur la terre battue. Ouais, c'est ça. Mais je trouve que ce mouvement, en effet, de prendre le tote bag et de le mettre sur l'épaule, je trouve que c'est quelque chose qui me réassure. On a tous les mouvements. Bien sûr. Certains, c'est poser les mains sur la table. D'autres, c'est avoir les 2 pieds bien au sol ancrés. À moi, c'est prendre la mon sac sacoche, et d'aller avec la sacoche Wilson, et c'est parti. Exactement. Et du coup, Sébastien, je m'arrête un petit peu parce que du coup, je reviens sur ton enfance. Donc, tu es né dans le Jura. Et très vite, du coup, le sport va prendre une grande place dans ta vie. Qu'est-ce que ça t'apporte, le sport, finalement ? C'est quoi ? C'est une discipline, une rigueur ? Ouais, alors d'abord, c'est une école de vie. Moi, j'ai beaucoup dit à mes élèves sur les cours de tennis qu'on avait toutes les situations de vie, en fait, sur un cours de tennis. On y rencontre d'abord l'adversité, mais comme je disais, quand on joue en double, on y rencontre aussi le partenariat. On y rencontre de très beaux comportements. En cela, Roger Federer, mais auparavant d'autres joueurs d'une autre génération, donc que je vais pas citer parce que je vais en perdre, mais que j'ai beaucoup aimé. Kuerten, des choses comme ça. Moi, historiquement, j'ai beaucoup aimé Ivan Lendl, j'ai beaucoup aimé ensuite André Agassi, qui a apporté une sorte de disruption incroyable. J'ai beaucoup aimé des joueurs comme Pete Sampras, et puis Federer qui pour moi est la classe ultime. Oui, et puis qui a surtout cette impulsivité, qui a cassé des raquettes. Sa mère lui a dit tu vas arrêter ce sport parce que tu es imbuvable sur le court, et à un moment il fait aussi la rencontre de sa vie avec Mirka, qui est elle aussi joueuse pro, qui met en parenthèse sa carrière et qui lui apporte cette stabilité qui lui permet d'exploser. Donc c'est une école de vie, on y rencontre tous les types de comportements et beaucoup de situations. Et puis après, c'est aussi un exutoire, c'est-à-dire que moi j'aime aller courir pour aussi lâcher un peu la pression du quotidien. Faire partir le stress. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment un moment où le petit hamster qui a là-haut, qui tourne dans la roue, va s'arrêter, va se poser, et on va vraiment juste être bien, quoi. Donc c'est un vrai plaisir. Plaisir que je partage aujourd'hui avec ma fille de 23 ans, donc je suis ravi. Qui elle aussi, du coup, qui vient de faire son premier 10 km, là, à Bruxelles, et qui va faire son premier semi-marathon le 18 juin. Et que je vais aller courir avec elle. T'as transmis le virus du sport, quoi. Jusqu'à 21, 22 ans, il n'y a quasiment pas de sport pour elle. Et puis là, sa 23e année est une révélation. Elle fait 5 séances de sport par semaine. Génial. Et elle s'est passionnée pour la course à pied en ce moment.
Et puis la course à pied, c'est vraiment à la fois très méditatif, tu te C'est détends, apaisant, ouais. tu t'apaises, et puis en même temps, vraiment, tu travailles une endurance, une régularité, enfin, c'est génial. Et alors, du coup, pour revenir un petit peu à ton parcours, Oui. donc tu vas consacrer 8 ans de ta vie au tennis, Ouais. et on sait que le tennis, c'est une exigence super difficile si tu veux devenir pro, semi-pro, t'as les classements ATP. C'est des vies très fatigantes où t'es sur un rythme qui est très costaud, et à un moment, à 8 ans, tu dis, OK, j'allais dire, je raccroche mes crampons, mais c'est encore un autre univers, je pose ma raquette, et je change de vie. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, en fait, si je peux me permettre, ça s'est pas vraiment déroulé comme ça. D'abord, j'étais pas dans les qualifs de Roland-Garros. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde du tennis, c'est un monde où vous avez des milliers de clubs en France. Hein. C'est un peu comme les communes. Il y a 33 000 ou 36 000 communes en France, mais il y a presque autant de clubs de tennis. Dans chaque club, vous allez avoir des enseignants qui vont être soit des éducateurs fédéraux, il y a 2 niveaux, et puis vous allez avoir des brevets d'État. Et dans ces brevets d'État, vous en avez quelques-uns qui émergent au top niveau. Et on peut d'ailleurs regretter peut-être qu'il n'y en ait pas assez qui émergent parce que la DTN, la détection nationale, et la direction technique nationale aujourd'hui est en refondation. Moi, en fait, il se trouve que j'ai commencé le tennis très tard. J'ai commencé à 12 ans avec un père qui, lui, jouait de manière en loisir et qui m'a permis de jouer avec lui 1 heure par semaine. C'était super. Et j'ai voulu faire les entraînements à ce moment-là, et on m'a dit t'es pas assez bon. Donc j'avais la chance d'avoir un père qui voulait m'épauler, et je suis allé faire le camp d'entraînement de Patrice Dominguez au Contamine Montjoie, ouais. en plein cœur des montagnes, à côté de Saint-Gervais. Et quand je suis revenu, en fait, très clairement, j'ai passé mes diplômes d'éducateurs fédéraux. Les 2 diplômes, niveau 1, niveau 2. Et donc, je suis passé d'un statut où j'étais pas assez bon pour être entraîneur à être tout d'un coup celui qui entraîne. Mais j'ai eu la chance, et très clairement, c'est quelqu'un qui a marqué ma vie, de travailler très fortement avec un enseignant qui m'a dit, écoute, tu as un coup droit absolument formidable, tu as un coup droit qui pourrait te mener sans difficulté en première série. Mais il m'a dit, par contre, t'as le revers qui va avec. Hein. Oh. Alors, au début, je l'ai pas bien pris. Ouais. Et puis, en fait, assez vite, il m'a dit, écoute, Sébastien, te trompe pas. Hein. Je pense que durablement, tu n'en feras pas ta vie. Donc ça, c'est le discours de vérité qui te met un peu les pieds sur terre et tu te dis, OK. Qui apparaît, quand je le raconte souvent aux gens avec qui je le partage, qui apparaît comme une sorte de dureté absolue, quoi. Qu'est-ce qu'il en savait? Pourquoi il se permet ça? Et en fait, moi, j'ai pris ça avec beaucoup de recul, et puis j'ai bien apprécié la clarté. Et comme je le partageais tout à l'heure dans notre échange, il se trouve qu'à ce moment-là, je rencontre une prof de lycée, néerlandaise, mais qui va enseigner et qui enseigne aujourd'hui en France, qui est la maman de ma première fille. Et il n'y a pas plus opposé, en fait, qu'une prof de lycée qui termine à 17h, qui est là pendant les vacances scolaires, et un prof de tennis qui, lui, commence vers 17h et gagne sa vie pendant les vacances scolaires. Et donc, à un moment, j'ai fait un choix qui était aussi de dire, oui, je vais bifurquer, parce qu'il n'est pas question de vivre dans un couple en étant tout seul ensemble et de ne faire que se croiser. Donc, j'ai fait le choix, moi, de bifurquer. Alors, de ranger la raquette, elles sont jamais rangées. Elles sont pas très loin. Toutes les semaines. Et elles sont là, elles sont toujours 3, comme au grand moment où il m'en fallait plusieurs parce que je cassais beaucoup. Bon, maintenant, je casse beaucoup moins. Je pourrais n'en avoir qu'une. Mais la vérité, c'est que voilà, le petit trip, c'est encore d'en avoir 3 dans le sac, d'avoir un peu le même équipement. Mais c'est vrai que à une époque, quand on est sous contrat avec des marques, qu'on vous fournit des raquettes de manière régulière, des équipements de manière régulière, vous pouvez vite vous prendre au jeu. Ouais, et j'ai bien apprécié qu'on me remette un petit peu les pieds sur terre. Parce qu'à 20 ans, vous pouvez vite, tout d'un coup, vous dire, OK, ça sera ma vie. Quand vous faites des animations, enfin, moi, il m'est arrivé d'animer C'était le lancement du mini-tennis à l'époque. J'ai fait des sessions avec Guy Forget, avec Yannick Noah, avec Henri Lecomte. Faut pas se tromper. Eux, ils sont là de manière temporaire à vos côtés. Vous restez aussi dans votre environnement. Et cet environnement-là, probablement, aurait été une vie totalement différente, très chouette. Et d'ailleurs, il m'est arrivé de faire des incartades. On m'a proposé parfois de dire, tu peux pas venir donner un coup de main, il nous manque un enseignant. Donc, de temps en temps, il m'est arrivé de refaire des incartades, notamment quand j'étais chez Darty, pour aller donner quelques heures de cours.
Mais c'est cette transmission, en tout cas, voilà, qui est le mot-clé pour moi, c'était le plaisir de transmettre. Ouais. J'aime jouer, mais j'aime surtout transmettre. Partager ton expérience. Voilà. Et on sent qu'il y a une vraie humilité qui se dégage de toi. Et Sébastien, du coup, là, tu es à ce moment où finalement tu reposes ta raquette, mais qui n'est pas très loin, et tu rejoins le monde de l'entreprise. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des entreprises plus que d'autres qui vont valoriser des carrières de sportifs, des expériences vraiment concrètes dans le domaine du sport. Et toi, tu prends finalement la plus connue d'entre elles, qui est la marque Decathlon, que tu rejoins. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce passage ? Ouais, alors c'était une fois de plus quelque chose de très pragmatique. Hein. C'est-à-dire, moi j'ai eu une scolarité compliquée. J'ai doublé ma 5e, j'ai triplé mon baccalauréat. J'ai fait des choix plus par affinité de petit ami à l'époque que réellement par passion des thématiques enseignées et étudiées. Donc je me suis arrêté en fait en première année de droit, que je l'ai eu. Donc, alors qu'il y a un tri absolument incroyable, je l'ai eu du premier coup. Donc j'ai récupéré plein de gens qui avaient eu leur bac du premier coup à ce moment-là. Et puis j'ai jamais fait la deuxième année. Pourquoi je raconte ça ? Parce qu'en fait, beaucoup de mes copains et de mes amis sont allés au bout de leurs études et sont arrivés chez Decathlon, qui est une formidable entreprise, vraiment. Et donc ça me semblait être l'idéal mariage de mes deux passions, à savoir la transmission, puisque quand vous transmettez à un client, vous accompagnez un client, enfin le badge Decathlon 100% sportif satisfait, c'est mon métier. Voilà, c'était le juste mariage du sport et du conseil, donc c'était chouette. Comme tu dis, donc ils ont une vraie présence un peu dans le cœur des Français. C'est une marque qui est vraiment bien connue, avec des valeurs sportives qui sont très fortes. Les vendeurs sont des gens qui sont issus en général du même domaine sportif de leur rayon. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu vas à la fois acquérir une expérience du coup au terrain, opérationnelle en vente, mais tu vas être aussi associé à des aventures, notamment le lancement de Decathlon aux États-Unis. Tu peux nous raconter ? Ouais, en fait, tout ça, c'est le fruit de rencontres. Je crois pas trop au hasard. Mais en tout cas, j'ai une étoile polaire qui brille bien au-dessus de moi et que j'essaye de suivre. Mais c'est le fruit de rencontre. Moi, j'ai postulé dans tous les magasins de la région Nord. Il y en avait 9 à l'époque. Et je recevais encore des lettres de refus de ma candidature, alors que j'étais rentré dans un magasin improbable qui s'ouvrait à Saint-Omer. Je dis improbable parce que Saint-Omer-Lille, il y a quand même 50 minutes de voiture. J'y suis allé pour être vendeur chaussettes à l'époque, ce qui n'était pas forcément le métier de mes rêves. Mais j'y suis allé et au bout d'un moment, il se trouve que pour me rapprocher, on me met sur un magasin sur la Grande Place de Lille, qui était un concept store qui s'appelait Sportiad, qui était un concept de centre-ville. Et puis on me dit ce concept va fermer. Donc tu peux venir, tu peux te rapprocher, mais sache que dans un an on ferme. On va réouvrir autre chose. Donc ils ont ouvert Decat avec la virgule, qui maintenant aussi s'appelle Decathlon City. Ouais. Et on m'a dit, tu peux faire partie de l'aventure de la fermeture et de l'ouverture. Et les deux sont des aventures, parce que j'ai fermé beaucoup de magasins dans ma vie, mais j'en ai aussi ouvert. Et on m'a dit, est-ce que t'es chiche, quoi ? Est-ce que le fait que ça va fermer ne te fait pas peur ? Et j'ai dit non, absolument pas. On a fermé le 31 juillet et clairement, le 1er août, on m'a dit, bonnes vacances, c'est le moment de prendre tes vacances. Je suis parti, je ne savais pas où j'allais travailler au retour de mes vacances. Et quand je suis rentré de vacances, on me dit, écoute, va donner un coup de main dans tel magasin, au rayon rando, ils ont besoin de bras. Bon, je sentais que ma carrière allait prendre un coup de mou, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces quelques jours de coup de mou, je reçois un appel improbable de quelqu'un qui aussi a marqué ma vie, et, qui s'appelle Hervé Serre, et qui me dit, tiens, on va avec le fils du fondateur de Decathlon, qui s'appelle Mathieu Leclerc. On va ouvrir les États-Unis, on est là-bas déjà, nous, on vient de racheter des magasins, on doit poser l'enseigne. Et on a su, allez savoir comment, que ton père avait fait une grande carrière aux États-Unis, parce que mon père a été patron d'entreprise, notamment il a été numéro 2 de PPG, qui est les peintures et les verres Boussois. Il a aussi beaucoup travaillé chez Valspar, il a eu une grosse carrière aux États-Unis. Et donc, on pense que tu parles anglais, on pense que tu as une culture qui peut se marier. Est-ce que tu veux venir ? Incroyable, improbable. Donc, ils avaient vraiment fait un travail de détection. Et là, je dis, attendez, là, comme ça, ma fille a 1 an. Bon, ok, je suis en train de divorcer, mais bon, c'est direction les USA. un peu à réfléchir quand même. Et puis, en fait, je dis, qu'est-ce que je risque, quoi ? J'ai l'âge pour le faire, j'ai l'énergie pour le faire. Et donc, me voilà dans un vol pour Boston.
et avec en effet une aventure, mais qui était une sorte de tout est possible permanent, alors qui n'a pas donné lieu à un aboutissement et qui d'ailleurs donne lieu à pas mal encore d'expérimentation pour Decathlon. Ils l'ont fait à San Francisco encore récemment, ils continuent et je sais qu'ils y arriveront parce que l'innovation et le tout est possible est culturel chez eux. Mais voilà, ça m'a permis d'arriver dans des magasins qui n'étaient pas des magasins de sport au départ, de me rendre compte que on était là avec des vélos Between que les gens ne connaissaient pas. Bien sûr. En plus, c'était une époque, on était post-11 septembre. On était aussi juste dans la période où Dominique de Villepin et le gouvernement n'est pas allé soutenir. Donc il y avait un embargo sur certains produits. On se rappelle du Roquefort notamment. Frites. Et moi, il m'est arrivé d'accueillir des gens dans le magasin qui me disent « Oh là, vous avez un accent. » Je dis « Oui, je suis français. » Et d'ailleurs, l'entreprise est française. Et avec des gens qui disent « Ok, merci, au revoir. » Et donc, c'est aussi le fait de se rendre compte que le moindre coup de fil doit se faire avec la compréhension qu'il n'y a personne pour vous répondre de l'autre côté parce qu'il y a 6 heures de décalage. Bien sûr. Le fait que... Enfin, moi, le premier magasin que j'ai pris là-bas aux États-Unis, c'est un magasin qui avait été une boucherie industrielle. Donc, quand je descendais dans le bureau qui était au sous-sol, j'avais encore des crocs de boucher. Alors, sympa. Mais blague à part... c'était vraiment le tout est possible. On rachète une entreprise et on pose l'enseigne Decathlon et on fait venir par bateau de San Francisco, traverser tout le pays des produits et on doit vendre et expliquer que Quechua c'est une super marque technique alors qu'eux ils ont North Face, Columbia, ils ont des vélos Trek au même prix que nos Between et donc il y avait quelque chose d'absolument pionnier pour le coup et ça va bien avec la culture américaine. D'y aller et ça a été très riche. Et alors, t'évoques, c'est super intéressant, ce côté un peu tout est possible et effectivement c'est tout à fait dans l'ADN Decathlon qui reste une entreprise familiale avec cet esprit un peu pionnier, entrepreneurial. Qu'est-ce que tu vas retenir de ton immersion aux États-Unis? Est-ce qu'il y a une façon différente de penser qu'en France, une façon de projeter, d'envisager l'entrepreneuriat? Ouais, alors de toute façon, l'interculturel, que ce soit avec les États-Unis ou aujourd'hui avec les UK, puisque Kingfisher est une entreprise britannique, il y a des différences majeures. Il y a des différences sur l'appréhension et la compréhension du relationnel, la façon de l'exprimer. Les États-Unis, par rapport à ta question, c'est un peu un monde aussi de paradoxes, où on va être dans la relation parfois très tactile, très proche, on va vous en serrer, mais dans le même temps, on va vous dire, vous ne faites absolument pas d'entretien avec une femme dans un bureau fermé, et si vous pouvez être constamment avec une tierce personne, c'est mieux parce qu'il y a toujours un risque aussi de puritanisme un peu exacerbé, de relations qui peut dériver, et donc c'est un monde parfois un peu de paradoxe, mais ce que je retiens, moi, vraiment de cette immersion aux États-Unis, c'est d'abord un accueil incroyable des Américains. Moi, j'ai choisi d'être en magasin. Les Français de Decathlon étaient majoritairement au siège, ensemble. Moi, j'ai dit, si je viens, c'est pour vivre vraiment par l'intérieur. Donc, j'ai choisi d'être en magasin. Nous étions 3 sur l'ensemble des Français qui étaient là-bas. On était 3 en magasin. Et j'ai vraiment, pour le coup, j'étais seul sur mon site. Et après, j'en ai pris 2. J'avais 2 magasins en même temps. Et donc, je retiens en effet un accueil, une compréhension, un accompagnement, une volonté de faire réussir Decathlon aux États-Unis qui était très forte. Je vais pas dire l'échec, mais on va dire les écueils que nous avons rencontrés sont plus dus à... on va dire une mauvaise appréhension, ou en tout cas une étude du marché qui était peut-être un peu défaillante de la part de Decathlon au préalable, beaucoup plus que par des difficultés d'accueil ou opérationnelles là-bas. Même si, une fois de plus, je le répète, le contexte était pas particulier, clairement. Et alors du coup, tu passes quelques années, tu passes presque 6 ans chez Decathlon, tu bouges aussi au Benelux. Oui, en fait, je fais les États-Unis quelques temps, puis je reviens en France parce qu'on m'appelle pour une ouverture de magasin à Arras. Comme j'avais déjà vécu ça à Saint-Omer, c'était plutôt sympa. C'était une autre organisation du magasin. Decathlon,
testait beaucoup à l'époque. Il y avait une réorganisation des métiers, ce qui aujourd'hui fait partie de mon métier d'ailleurs, d'aussi accompagner l'évolution des métiers. Et puis, il se trouve qu'un pays, pour le coup, qui se déployait et qui se déploie encore très fort, c'est le Benelux. Et là aussi, mon background fait que il se trouve que moi, je suis le seul Français de ma famille. J'ai en effet été marié à une Hollandaise, mais ma famille est belge. Et donc, je me dis, tiens, pourquoi ne pas aller aussi me confronter, en tout cas me frotter à cette histoire familiale. Et donc, je pars pour habiter à Bruxelles, dans un magnifique quartier que je recommande, qui s'appelle Uccle. Et je me mets à fond dans le mode de vie bruxellois, avec deux implications majeures. Une en Wallonie, donc qui était l'agrandissement du magasin près de Charleroi, qui est aussi un environnement très spécifique. Et puis l'ouverture d'un magasin à Anderlecht, dans la côté flamand. Et avec cette double culture qui là aussi est très très prégnante. Enfin, je ne sais pas si j'assisterai, en tout cas je ne le souhaite pas, à la scission du pays, mais elle est dans beaucoup de têtes de ce pays-là. Et c'est forcément une part de moi, même si j'ai choisi d'être français. Voilà, la Belgique est très présente. Voilà. Donc c'était intéressant pour moi d'aller aussi me frotter à cette part de moi. Et puis là, pour le coup, success story incroyable, parce que Decathlon en Belgique, moi c'est la première fois de ma vie où je faisais construire un chapiteau pendant toute la saison cycle, parce que j'étais à un moment responsable cycle, et où je vendais sur la journée ma capacité de stockage en magasin, plus ma capacité de stockage en chapiteau. On marchait avec nos talkie-walkie pour que les monteurs de vélos en chapiteau prennent les cartons, parce qu'on les stockait, ça prenait moins de place, et montent les vélos en direct, et on était capable de vendre des centaines de vélos par jour. Et c'est quelque chose de super intéressant à vivre aussi, et qui vient aussi de challenger l'organisation du travail, et puis presque la rationalité, parce qu'il y a des fois on se dit mais comment on a pu vendre autant de vélos aujourd'hui. C'est super. Et du coup, tu as ces deux expériences super fortes, et tu le dis bien, vraiment très différentes en termes de culture, parce qu'il ne faut pas croire, mais la Belgique, c'est pas parce qu'on parle la même langue, mais pas encore partout, que finalement il n'y a pas des différences culturelles et des vraies subtilités. Et là, en fait, tu pars ensuite rejoindre une autre entreprise, cette fois-ci familiale encore, qui est Darty. Oui. Très, très clairement, en fait, là, c'est un virage sentimental qui fait que je refais ma vie dans le nord de la France. Et puis, il y avait à ce moment-là un flou chez Decathlon, un changement de patron de pays. Je retrouvais pas mes marques, et je me projetais pas durablement dans le pays. Et voilà, toujours la même possibilité, opportunité. Je rencontre Jean Bizot, directeur général de Darty, sur une des filiales, puisqu'à l'époque il y avait cinq filiales, et ça match, et on me propose en effet d'être directeur de magasin pour Darty, et donc oui, je commence en fait une carrière de 10 ans chez Darty, où je fais 5 ans d'exploitation magasin, avec parfois quelques multisites, puisque j'avais eu des magasins comme Valenciennes, Saint-Quentin, Louvroil, donc parfois 2-3 magasins en gestion. Et là aussi, des valeurs très fortes sur un marché très différent, mais où la qualité de conseil et le respect des valeurs de l'entreprise et de l'expérience client sont foncièrement ancrés. Et puis des marques. Contrat de confiance, c'est d'ailleurs devenu on s'en souvient. Je crois que c'est rentré dans le dictionnaire, si je ne me trompe pas d'ailleurs. C'est vrai. Ouais. Ah bon, c'est aujourd'hui utilisé par tous slogans, les politiques, et le contrat de confiance, c'est quelque chose auquel je pense beaucoup de Dartiens auxquels ils sont attachés. Ouais. Et ça a été clé, en tout cas moi, dans ma carrière, en termes de respect des engagements. C'est cette notion de vous trouver moins cher ailleurs. Vous avez à l'époque, alors ça a un peu été modifié, mais à l'époque vous veniez en magasin, vous touchiez un chèque, vous aviez une bouteille de champagne, et c'est quelque chose qui fait aussi, qui a marqué, je pense, le paysage du retail en France. Complètement. Ça fait partie pour moi des marques un peu iconiques qui ont repensé le marketing justement du retail avec le contrat de confiance, un branding super fort, des couleurs jaunes.
un accueil magasin. Enfin, c'était très en avance sur son époque. Hein. Ce qui est très marquant, c'est que c'est cette fidélité à la vision des frères Darty. Qui, en effet, la légende veut qu'ils achètent un magasin à côté de leur magasin de textile pour finalement, et le magasin qu'ils rachètent doit tenir une licence pendant quelques temps d'électroménager. Donc, pour écouler le stock plus rapidement, par exemple, ils décident de tourner les écrans vers l'extérieur pour qu'on les voit de la rue, ainsi de suite. C'était aussi l'émergence de la télévision dans ces années-là. Et cette fidélité aux valeurs de Darty, elle est incroyable. Et ce qu'il faut savoir vraiment et retenir, et moi c'est pour ça que je continue à être client aussi de Darty, c'est qu'il y a près de 40% des équipes qui sont dédiées au SAV. Donc il y a l'engagement, mais il y a les moyens en fait. Oui, t'es pas lâché seul après un achat. Voilà, c'est-à-dire qu'on vous fait pas miroiter des valeurs écrites sur un fronton par des personnes qui ont réfléchi longtemps aux mots ou à la virgule. Mais c'est vraiment incarné, mis en œuvre et respecté. En tout cas, quand tu parles de tes marques comme Decathlon ou Darty, on sent que tu es encore amoureux et attaché à ces enseignes. Alors, je voudrais m'arrêter un petit peu sur maintenant Kingfisher et juste faire une remise en contexte un peu du marché du bricolage. On l'a vu durant le Covid, le bricolage a connu 2 très très belles années. Les Français ont réinvesti leur intérieur, leur jardin. Aujourd'hui, le marché est un peu plus sous pression parce que voilà, on voit que le pouvoir d'achat se rétracte, il y a l'inflation, il y a des histoires d'approvisionnement. Et toi, tu arrives du coup au sein de Kingfisher aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quelle est la culture? Alors, juste pour resituer, je le disais en introduction, Kingfisher, du coup, c'est 2 marques emblématiques en France. Castorama qui se porte très bien. On a également Brico Dépôt. Et puis également, on a une marque un peu plus confidentielle, qui est plutôt estampillée, un peu professionnelle, même si ouverte aux particuliers, qui est Screwfix. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quelle est la culture d'entreprise? Comment est-ce que tu présenterais un peu ce groupe? Alors, d'abord, c'est des groupes aussi qui marquent l'empreinte du retail en France. Enfin, aujourd'hui, Castorama, on a fêté les 50 ans l'année dernière. Là, on fête les 30 ans de Brico Dépôt. Brico Dépôt est aussi une émanation de ce que Castorama avait défriché durant ses 20 premières années. Sont des entreprises qui ont des ADN assez différents. C'est un petit peu, pour faire un parallèle, ce que certaines entreprises ont mis en œuvre, par exemple Boulanger avec Electrodépôt, et ainsi de suite. On parle de dépôt d'ailleurs, et on parle de magasins. Sont des structures qui sont aussi différentes dans leur composition. On est sur des dépôts qui sont assez, beaucoup plus petits que les grands magasins Castorama. On est sur des équipes qui sont aussi plus réduites chez Brico Dépôt. Et on est sur une orientation service et conseil client qui peut avoir quelques différences, même si aujourd'hui, les 2 enseignes sont définitivement tournées vers la qualité du conseil et la qualité du service client, notamment parce qu'aujourd'hui, on parle plus de projets que ce que nous, on appelle les achats transactionnels, c'est-à-dire on va acheter service, sa perceuse. Donc, c'est vrai que ce sont des entreprises là-dessus qui marquent une vraie différence l'une envers l'autre. On est sur un marché, le marché du bricolage, qui est un marché qui est très résilient. Donc c'est un marché qui, et c'est une chance, qui aujourd'hui résiste bien. Ouais. Voilà, on parlait tout à l'heure du Covid. En effet, le Covid a centré les gens un peu sur leur intérieur, mais de manière pérenne aujourd'hui. On voit que l'amélioration de l'habitat, de la rénovation énergétique, les enjeux autour de la RSE, les enjeux autour aussi du fait de passer plus de temps avec le télétravail chez soi, donc de réaménager son intérieur. Il y a des réalités en fait qui, même post-Covid, sont des réalités qui viennent appuyer un marché du bricolage qui est résilient. Alors pour parler maintenant de la partie plus structure organisationnelle, d'abord on est sur un marché où le maillage territorial est très important. Combien de boutiques, tu peux me rappeler? Alors donc aujourd'hui chez Castorama, on a 92 magasins et on a 3 magasins qui sont des magasins de centre-ville complémentaires, mais qui sont pas flagués Castorama, voilà, mais ils s'appellent
Notamment, on en a un aux Ulysses, à Levallois-Perret, et puis aussi en plein centre de l'île, qui était le premier, rue de Solferino. Et chez Brico Dépôt, on a 123 dépôts. Et là aussi, il va y avoir dans le futur des expérimentations autour de nouveaux formats de magasins, parce que le maillage territorial, le fait d'avoir en proximité, à moins de 30 minutes, un point de contact avec nos marques, peut encore s'améliorer. C'est notamment, pour revenir sur ce qu'on disait juste avant, ce que Darty a fait avec la franchise. Oui. Voilà. Darty s'est rendu compte qu'ils avaient un certain nombre de sites, mais qu'ils étaient pour certains très éloignés. Et donc, aujourd'hui, la franchise est venue mailler le territoire de manière à ce qu'il y ait des points de contact avec l'ensemble des Français. Au-delà de ces magasins, sont deux enseignes différentes. Donc moi, aujourd'hui, je travaille pour les deux. Donc là, juste après notre temps d'échange, je vais retourner chez Brico Dépôt, donc, qui est basé le siège social est basé à Longpont-sur-Orge. Et on a un siège social pour Castorama à Templemar, près de Lille. Et c'est pas trop difficile d'avoir comme ça cette direction un peu bicéphale où tu as deux marques différentes, deux ADN, deux cultures. Tu arrives à faire le swap assez facilement? Mais en fait, moi, ce qui m'a fait signer chez Kingfisher, c'est aussi le fait de travailler pour un groupe. Alors, il se trouve que Kingfisher avait une histoire avec Darty. Yes. Donc, c'était pas un groupe inconnu pour moi. Et cette notion de groupe, qui est d'ailleurs la stratégie aujourd'hui de Kingfisher, hein, qui est de soutenir ses enseignes, c'est très important. Moi, je trouve ça... entendons-nous bien, hein, les enseignes autoportantes et indépendantes, ça me va aussi. Mais bon, on sait que, par exemple, Decathlon fait aussi partie d'une galaxie d'entreprises, comme Leroy Merlin. Et je trouve ça intéressant, en fait, de savoir dans quel écosystème on travaille et presque avoir ce lien d'appartenance avec une maison mère qui soutient, permet, et c'est normal aussi, bénéficie du rayonnement de ces enseignes dans les différents pays et des différentes marques. Alors, à la question, est-ce que c'est difficile? Bon, c'est pas toujours facile. Il y a gymnastique un peu. Moi, j'ai une présence dans les deux enseignes chaque semaine. Mais voilà, c'est pas non plus Calais-Marseille. Oui. Voilà. T'arrives quand même, oui, t'es quand même une ombrelle commune avec des valeurs. Oui, et puis à côté de ça, c'est vrai que les équipes sont... on a beaucoup de synergies qui se mettent en place. Enfin, moi, je travaille autour d'une direction RH France. C'est-à-dire qu'en effet, on a un certain nombre de thématiques qui sont de manière évidemment intrinsèque à l'enseigne. C'est-à-dire que la relation sociale, par exemple, elle ne peut pas se définir de manière France. On ne fait pas des comités d'entreprise communs avec des entreprises différentes. La partie rémunération, elle est aussi très propre aux enseignes avec des équipes dédiées. Mais quand on se parle des sujets qui sont les miens, d'inclusion, de politique emploi, quand on se parle de formation, de talent management, on est sur des sujets qui sont d'abord des sujets très institutionnels. Oui. C'est-à-dire qu'on travaille... Moi, je suis vice-président de la section paritaire professionnelle de la branche du bricolage. Donc, en tant que tel, et même au-delà de Brico Dépôt, je travaille avec le groupe ITM, Bricomarché, avec Leroy Merlin. On gère aussi des choses en commun avec les partenaires sociaux. Et puis, très clairement, on travaille aussi avec énormément de dispositifs de l'État. Donc, on voit bien qu'on est sur des choses qui peuvent être gérées à l'échelle d'un pays et qui, après, par contre, doivent trouver une déclinaison, une localisation au sein de chacune des enseignes. Parce que même si le dispositif est le même, il ne s'adressera pas de la même façon chez Brico Dépôt que chez Castorama. Et en cela, c'est intéressant parce que il faut ajuster, il faut faire bénéficier de la richesse de l'un et de l'autre. Il m'arrive parfois de faire des réunions très surprenantes où on arrive dans une des enseignes avec une problématique. On me dit, tiens, Sébastien, on t'a posé 1h30 dans l'agenda parce qu'on a ce problème-là. Et il m'est arrivé récemment de dire, chez Brico Dépôt, voilà une des solutions qu'ils ont mis en œuvre. Et on m'a dit, en fait, ils avaient le même problème. Ah, mais en fait, c'est très vertueux. Ils ont travaillé, donc... super, et la réunion a duré 20 minutes. Bien sûr. Et c'est vice-versa, et ça se fait souvent comme cela. Après, ce qui est important, c'est de bien avoir en tête que mon métier et mes équipes, nous sommes dédiés aux enseignes.
Nous ne sommes pas une équipe sorte hors sol qui complètement. gère Ça se un voit, périmètre qui n'existerait pas. T'es sur le terrain. Et... Ce sont 123 dépôts, Brico-Dépôt, et 92 magasins Castorama. Et c'est eux que l'on sert. Bien sûr. Et justement, Sébastien, quels sont tes gros enjeux du moment? Est-ce que typiquement, tu vois, ça va être des enjeux d'attractivité et faire venir des nouveaux talents? Parce qu'on le sait, hein, on parle beaucoup de silent quitting, great resignation, et tous les marchés sont atteints. Est-ce que c'est plutôt des enjeux de rétention, de montée en compétences? Quels sont tes grands défis? Alors, moi, je suis connu pour pas être fan d'un mot. C'est très personnel, mais je suis pas fan du mot rétention. Ok. D'abord, quand vous parlez de mesures de rétention... oui, ça fait un peu peur dit comme ça, c'est vrai. Après, je le dis souvent en rigolant aussi, on parle parfois de rétention d'eau, de manière physique, ce qui est pas beaucoup plus sympa. Poétique. C'est vrai que moi, la rétention du talent, j'y crois assez peu. Je préfère parler de fidélisation et de développer l'engagement. Aujourd'hui, très clairement, les enjeux sont posés sur, comme tu l'as dit, l'attractivité. Donc sur, évidemment, avec les équipes de la marque employeur, on a de gros enjeux là-dessus. Et quand les personnes sont chez nous, ce sont des enjeux de fidélisation. L'un des premiers motifs de départ d'une entreprise, c'est le fait de ne pas pouvoir s'y développer, de ne pas avoir, notamment pour les jeunes générations, une dynamique de carrière qui est suffisante et visible. Donc ça nécessite de repenser le management. Ça nécessite aussi d'accompagner tous les dispositifs qui existent, que ce soit des dispositifs de transition professionnelle, que ce soit des dispositifs de reconversion. Je crois pouvoir dire qu'il y a plusieurs vies dans une vie, en tout cas dans la mienne, il y en a plusieurs. C'est un bel exemple. J'ai été épicier fin, il m'est arrivé de faire le diplôme de crémier fromager à Rungis parce que j'ai ouvert une épicerie en tant qu'entrepreneur. J'ai gagné le prix de l'épicerie fine en 2017 à Paris. Oui, on a parlé d'autres vies que j'ai eues. Donc je crois profondément dans ces enjeux-là aussi. Voilà. Maintenant, moi, très clairement... aujourd'hui, les enjeux tournent aussi sur l'inclusion et la diversité. Ouais. On gère beaucoup la diversité dans les entreprises parce qu'en France, on a beaucoup d'indicateurs. Le taux de personnes ayant la qualité et la reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés, qui est un taux légal. On parle de taux d'alternants, qui est un taux légal. On parle beaucoup de féminisation, on se parle de pourcentage. Et c'est très bien. Mais une fois qu'on a sécurisé ces données, ces data, il faut... c'est le mot de Vera Mayers qui dit la diversité, c'est d'inviter les personnes... c'est d'avoir les personnes à la fête. Et l'inclusion, c'est de les inviter à danser. Et donc, il faut maintenant passer ce cap-là, de juste ne pas avoir, entre guillemets, autour de la table toutes les différences, mais bien de les mettre en œuvre, de les inviter à participer à l'évolution de l'entreprise. Et toutes les différences, et ça c'est vraiment la politique de Kingfisher, sont vues comme des forces. Ouais. Et donc ça nécessite quand même aussi dans notre culture française une certaine acculturation. Tout à fait. Au même titre qu'on s'acculture de manière plus technique au digital ou à d'autres choses. Sur des soft skills, ça nécessite d'accompagner ces enjeux-là. Donc des enjeux de développement, d'accompagnement, des enjeux de politique emploi très institutionnels et des enjeux d'inclusion, diversité. Vraiment, c'est ce qui fait mon périmètre. Parce que, et c'est ce qui fait d'ailleurs la beauté, le sel de mon métier. Enfin, moi, j'adore ce que je fais. Je le dis souvent à mon patron d'ailleurs. Et c'est un boulot formidable, franchement. Bah là, tu es au carrefour en plus de beaucoup d'enjeux. Tu le disais, la partie emploi, la partie fidélisation, je ne vais pas dire rétention. Et puis la partie montée en compétences qui est clé, parce que comme tu le disais, aujourd'hui, tous les Gen Z qui arrivent en entreprise, si tu leur donnes pas des outils, je prêche un peu pour ma paroisse, mais de formation pour à un moment se réinventer, ils partent ailleurs se former en fait. Oui, mais c'est pour ça que c'est pour ça que le mot rétention en fait me fait toujours un peu me questionner. Moi, je parle de démocratie RH. C'est vraiment quelque chose que je porte. Pourquoi ? Parce que j'aime bien donner l'image, tu sais, du discours de John Fitzgerald Kennedy en 62 à Berlin. Alors, on a tous en tête le fameux Ich bin ein Berliner. Oui. Mais la phrase d'après, évidemment, c'est pas celle qui est restée dans l'histoire. Mais la phrase d'après, et elle résonne d'autant plus dans le contexte politique dans lequel et mondial dans lequel nous sommes. Dans la phrase d'après, il dit la différence entre le communisme et la démocratie, c'est que le communisme doit bâtir des murs pour que les gens restent.
la démocratie n'aura jamais besoin de murs. Et je parle de démocratie RH parce que je pense que bâtir, ne serait-ce que des palissades pour que les gens restent, c'est une perte de temps. Je pense qu'il faut mettre toute notre énergie à mettre en valeur les différences, à proposer des plans de développement, d'accompagnement qui soient les plus individualisés possibles, à mettre en œuvre avec l'État, les branches professionnelles, tous les organismes, les missions locales, avec les transitions pro, tous les moyens qui permettent à chacun d'exprimer son individualité. Je suis passionné de chansons françaises. Il y a une phrase très peu connue d'une chanson de Goldman qui m'a beaucoup marqué, qui est « On ne peut être rien que parmi des milliers ». On peut choisir consciemment de s'effacer dans une multitude, de participer à quelque chose de plus grand que soi, et on le fait tous. On parle de nation, on parle de collectif, on parle de groupe, on parle d'équipe, dans le sport notamment. Mais je pense qu'aujourd'hui, le Covid nous a montré que l'individualité était forte. Chacun a sa singularité. Et l'une de mes missions doit être de permettre au plus possible à chacun d'exprimer son individualité, sa mission propre. Et voilà, il y a des personnes qui vont peut-être nous quitter, mais c'est pas grave, parce que parfois ils reviennent aussi. Et si vous savez, la qualité d'un au revoir, c'est aussi, vous ne dites au revoir qu'aux gens que vous avez rencontrés. Et la qualité d'un au revoir, c'est essentiel. Et donc, même ça, si vous sentez que si vous faites passer le message que vous êtes là pour retenir, d'abord, vous prenez un risque, et ça, c'est un risque que moi, j'estime, en tout cas de manière personnelle, c'est que parfois, vous gardez des gens qui sont... Voilà, c'est pas bon. Et puis moi, je suis persuadé, je vous l'ai dit, je suis divorcé, remarié. Dans la vie perso comme dans la vie pro, je ne pense pas qu'on puisse retenir des gens contre leur gré. Bien sûr. J'aime bien, tu parles de la qualité des au revoir. Il y a en ce moment, on recommence à parler un petit peu plus. On parlait beaucoup d'onboarding et on parle maintenant de offboarding. Absolument. Savoir dire au revoir aussi, garder des bonnes relations avec ceux qui partent. C'est super intéressant et effectivement, j'aime beaucoup cette approche. Je ne connaissais pas ce concept de démocratie RH, mais je pense que je vais le garder. Et du coup, Sébastien, tu as une vie bien remplie parce que tu le disais, tu es quelqu'un qui va aussi beaucoup près du terrain, tu vas prendre le pouls des enseignes, tu te déplaces. Donc, c'est aussi beaucoup de déplacements. Comment tu t'organises dans ta vie perso? Est-ce que tu as réussi à trouver un équilibre de vie pour créer des agendas hebdo qui ne sont pas trop denses et sur la route? D'abord, j'aime beaucoup travailler. Ça aide. Non, mais pour moi, c'est un plaisir. Donc, le risque, parce qu'on pose toutes ces questions-là aujourd'hui dans l'entreprise, et c'est très bien de les poser. Mais on pose des questions, et c'est un enjeu, la conciliation, vie pro, vie perso. Mais moi, d'abord, ce que j'aime, c'est travailler. Mon risque émotionnel, psychologique, mon équilibre, il peut être atteint si je suis pas suffisamment alimenté et si je n'ai pas suffisamment de chantier devant moi. Donc, la suractivité, c'est pas quelque chose qui est forcément gênant pour moi. Après, ça demande, sans fausse modestie aucune, je pense que ça demande une qualité qui est aussi la capacité de se dire j'ai fait le maximum, j'ai peut-être pas tout fait, mais j'ai fait le maximum et donc c'est OK. Et ça, j'ai cette chance-là. Après, pour répondre à la question de l'organisation plus perso, d'abord, j'ai la chance d'avoir une femme formidable. C'est important. Être à deux, être soutenu. Moi, j'en ai eu deux, je l'ai dit, dans ma vie. Elles sont toutes les deux formidables, donc c'est sympa. La première, je suis divorcé, mais elle est restée très proche et très au contact, ce qui nous a permis d'élever notre fille qui a 23 ans, qui est d'ailleurs alternante chez Castorama. Ah oui, dis donc, une histoire de famille, là. Oui. Alors, elle est à la com interne, mais c'est d'abord un équilibre de couple. C'est-à-dire que mon épouse sait très bien aujourd'hui que mon équilibre à moi passe par cette suractivité. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier soir, au téléphone, elle me disait un jour, t'arrêteras peut-être de faire 3 journées en une. Parce qu'elle me disait, t'étais où? Là, j'étais chez Castorama à Lille jusqu'à 14h. Puis après, je suis descendu chez Brico Dépôt. J'avais une réunion à 16h30. Et puis voilà, il est 20h. Je pars de chez Brico, je pars à Paris parce que demain, j'ai la chance de partager ce podcast avec toi. Et donc, c'est des clins d'œil, mais c'est pas des reproches. Donc, c'est aussi pour elle un mode de vie qui s'ajuste et qui doit lui convenir, parce qu'il n'est pas question que ce soit l'un au détriment de l'autre. Donc, on a trouvé cet équilibre-là. Après, voilà, moi, j'ai beaucoup vécu avec un papa qui était à l'étranger, qui a été en Italie pendant 6 ans, aux États-Unis pendant 10 ans. Je l'ai toujours vu beaucoup travailler. Donc, il y a aussi, dans ma compréhension et dans celle que j'essaye de partager au niveau personnel, une compréhension de la valeur travail.
comme un facteur d'épanouissement. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, et d'ailleurs ça ne dénote pas des autres jours, c'est fait de rencontres, Bien sûr. c'est fait de réseaux, c'est fait de plaisir, d'échanger. Après, il faut être lucide. Hein. Moi, quand je suis devenu épicier fin et que j'ai mis la Charlotte à Rungis chez Bruel et Odéon pour couper du fromage, sur les 2000 personnes que j'avais en contact LinkedIn à l'époque, je crois que sur les doigts d'une main, je peux compter ceux qui sont restés en contact dans cette nouvelle vie qui était celle de aventurier entrepreneur. Voilà. Et puis, du jour au lendemain, quand vous reprenez un poste dans une entreprise, boum, tout le monde vous ajoute sur LinkedIn, un like, bam, bam. Il y a un millier qui revient et qui vous remet un petit message et qui vous félicite, tout ça. Donc, faut aussi être lucide sur la qualité des relations. Oui, en tout cas, je dis souvent, pour être clair, je dis souvent à ma fille de 23 ans, je lui dis, tu sais, si demain tout s'arrête, sois sûr que j'ai été heureux. C'est génial. Ça, c'est un des grands luxes, c'est de pouvoir à un moment faire pause sur ta vie et te dire, je suis bien où je suis. En fait, j'ai eu la chance, ou en tout cas, comme je crois pas au hasard, j'ai la chance d'avoir eu toujours des personnes qui m'ont accompagné et que j'ai rencontrées et qui m'ont nourri et avec qui j'ai bâti, échangé, progressé. C'est un peu comme les études. Enfin, aujourd'hui, les gens savent que j'ai un parcours dirigeant de l'EDEC en 2020, que j'ai une certification avec London Business School en 2018, que j'ai un programme grande école avec l'ESCA en 2016. C'est sûr que mes enseignants qui m'ont sorti et quand je me suis fait virer de mon lycée parce que j'étais triplant, aujourd'hui j'en ai recroisé une d'ailleurs. Il y a une belle revanche là quand même. Incroyable. Mais je le vois même pas comme une revanche, en fait, je le vois comme un fil rouge. Enfin, moi j'ai 48 ans, je me dis, waouh, si la deuxième partie de la vie est aussi riche que la première, ça va être cool. Ça va être cool. Ça va être cool. Et donc c'est vrai que jusqu'à maintenant, l'équilibre vie pro, vie perso et les gens qui m'accompagnent permettent cela. Et je crois, par contre, et je le remercierai jamais assez, que mon épouse a compris que c'était un peu une condition sine qua non de ma vie, de pouvoir bosser autant, parce que c'est une condition sine qua non de mon épanouissement. Bien sûr. Donc ça, c'est cool, et je la remercie encore. Et du coup, tu évoquais effectivement le fait que avoir un partenaire de vie qui comprend finalement et qui accepte cette suractivité, c'est quand même essentiel. Exactement. Est-ce que à côté, tu as des sources un peu d'inspiration, ça peut être des lectures, des podcasts, des films, des expos, des choses qui t'ont marqué. Alors ça peut être récemment ou même un peu plus il y a longtemps et que tu veux partager un peu avec nous et que tu nous recommandes? Alors, j'ai fait un voyage à l'étranger en famille récemment, une semaine. Et parti où? À New York. Je voulais montrer à ma fille de 11 ans New York. Et dans l'avion, j'ai écouté avec ce qui est fourni dans l'avion et proposé, j'ai écouté La philosophie par Raphaël Enthoven. Alors j'ai toujours aimé la philo. C'est une sorte de recherche de la sagesse que j'aime beaucoup et qui est apaisante. Et j'ai trouvé, en termes de podcast, que c'était brillant. C'est super. C'est 10 podcasts où il explique les 10 thèmes majeurs de la philosophie. J'ai trouvé ça brillant. En termes d'exposition, je suis pas très fort sur les expos, mais voilà, je trouve très intéressant tout ce qui se développe autour des expos immersives aujourd'hui, digitales. On le voit avec autour du Japon. On le voit aussi avec des expos comme Colors à New York là, ou même quand vous allez quand vous avez la chance de faire, on a fait la tour Vanderbilt où on vous met des surchaussures, mais qui est une tour tout en plancher en verre, où on vous met dans des salles avec des ballons argentés au 120e étage et oui, ça devient des expériences. Vous marchez, vous voyez la rue new-yorkaise en dessous de vous. J'aime beaucoup tout ce qui est immersif, en fait. Je trouve ça très, très intéressant. Après, la source d'inspiration première, prioritaire, permanente chez moi, c'est la chanson française. Oui, t'as l'air passionné. Tu citais Goldman tout à l'heure. Ouais, mais c'est voilà, les deux majeurs, c'est évidemment Brel et Goldman, mais après, voilà, aujourd'hui, j'adore Stéphane Echer, j'adore Jean-Louis Aubert, j'adore beaucoup la scène française.
Alors, un peu plus des années 80-2000 que celle d'aujourd'hui, que je connais moins. Aya Nakamura, non. Mais que je côtoie, mais que j'avoue assez peu écouter. Et que je côtoie parce que voilà, quand on a une fille de 11 ans, on la côtoie. Mais, t'es obligé. Mais je trouve que l'impact qu'a la chanson, ou l'impact qu'a... parce qu'au-delà de la chanson, ce sont des... Alors, Goldman détesterait ce que je suis en train de dire, je pense, si je parlais de mode de pensée, parce qu'il a toujours réfléchi là-dessus, mais l'impact que la pensée de Jacques Brel, qui dit, par exemple, avec une force incroyable, que le talent, c'est avoir envie de faire quelque chose. Et ben, ça vient nourrir, moi, mon activité en talent de management. Ça vient nourrir le fait qu'on recrute à l'envie, plus qu'au diplôme. Ça vient nourrir le fait que ce qu'a développé Brel vraiment dans son mode de pensée, c'est cette notion de mouvement permanent, être en mouvement permanent. Je ne sais pas si je peux prendre une minute pour l'expliquer, mais Brel disait, il avait une sorte de gêne par rapport à son physique. Il se trouvait pas beau. Et Jacques Chancel, dans une interview très connue sur Radioscopie, une émission, lui disait à un moment, Brel disait, vous savez, ça doit être terrible d'être beau quand vous avez 15 ans. Et donc Chancel lui dit, mais vous dites ça parce que vous faites un complexe. Il dit, non, ça n'a rien à voir. Il dit, c'est juste que quand vous êtes beau à 15 ans, le centre d'intérêt, c'est vous. Vous suffisez. Voire vous êtes parfois un peu suffisant. Et quand vous n'êtes pas beau, toute la mission, tout l'enjeu est de créer le mouvement chez l'autre pour vous attirer, pour venir vers vous. Et Chancel a cette phrase qui dit à Jacques Brel, donc, si vous aviez été beau, Jacques Brel, pensez-vous que votre carrière aurait été différente? Et il répond dans la seconde, mais je n'aurais pas eu de carrière du tout. Il n'y aurait pas eu besoin. Ouais. Et donc, cette philosophie, je trouve, elle est fondatrice, même dans ce qu'on appelle aujourd'hui les ways of working, la façon de travailler, la façon de se comporter. Moi, aujourd'hui, l'important, c'est ce que je vais créer comme mouvement chez les personnes que je vais rencontrer cet après-midi chez Brico Dépôt. Comment je vais les aider à se mettre en mouvement si je les sens un peu à l'arrêt ou en question, et comment je vais faciliter leur mouvement s'ils sont déjà dans ce mouvement. Mais cette notion de mouvement qui est très propre d'ailleurs à l'emploi, aux transitions, aux reconversions, à la mobilité sociale, la mobilité professionnelle. Enfin, je te parlais tout à l'heure de partenariats très importants que nous avons aujourd'hui, mais voilà, la mobilité sociale professionnelle, c'est l'objet d'une promotion toujours en entreprise. La promotion, c'est toujours l'objet d'une reconnaissance de performance. Mais la performance, elle ne se réalise que si on est bien engagé et en mouvement dans l'entreprise. Donc il faut faciliter le bien-être, l'engagement, le mouvement, qui crée la performance, parce qu'on est des entreprises commerciales. Cette performance va donner envie à nos dirigeants de reconnaître, de promouvoir. Et là, la mobilité sociale et professionnelle, qui est finalement recherchée par tant d'entreprises, se met en œuvre. Et ça, c'est clé. Et c'est vraiment une belle mission au quotidien. Sébastien, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup pour ces propos qui, on le sent, viennent vraiment du cœur et des tripes. Ça fait du bien. Moi, je retiens deux choses. J'ai beaucoup aimé ta notion de démocratie RH, que je trouve très forte. C'est très participatif, très collaboratif. Et je retiens aussi ta punchline. Chacun doit exprimer son individualité et sa mission propre. Et c'est très juste. Merci beaucoup à toi, Sébastien. Merci beaucoup à toi. À très bientôt, amis de la RH.